Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre 2GF TV. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 2 août 2019. Situation académique tendue au Cameroun. Près de 6000 établissements scolaires ont été fermés dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ce pays d'Afrique centrale, de plus amples détails en cours d'édition. Le commerce du charbon en Côte d'Ivoire, c'est le thème du dossier entrepreneuriat de ce 2 août. Comment se porte la filière malgré la vulgarisation du gaz butane dans les foyers abidjanais? Le reportage vous sera proposé au cours de cette édition. Et nous ferons encore un euro gagnant. Nous découvrirons le gagnant de la traditionnelle tombola, c'est le paie de monnaie de ce jour. Ceci à la clôture de cette édition. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. L'actualité académique de ce vendredi 2 août est marquée par cette cérémonie de remise de clés à la cité universitaire des 220 logements à Abidjan. La cérémonie qui avait lieu ce mercredi 31 juillet 2019 se déroulait en présence du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le docteur Albert Mabry Touake, selon la sous-directrice de l'accueil et des logements du CROU A2, Yam Sokro, du CROU A2 Karamoko Bayero. Ces chambres seront attribuées uniquement aux étudiants de Master 2, Doctorat 1 et Doc 2, le doctorat de l'Université Nangui Abrogwa d'Adjamé. Cette cité a une capacité d'accueil de 82 chambres individuelles avec une salle de télévision et d'études, de même qu'une infirmerie pour des soins médicaux aux étudiants. Direction le Cameroun, où près de 6000 établissements scolaires ont été fermés dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays, toujours minés par un conflit armé, et ce, à un mois de la rentrée scolaire prévue pour le 2 septembre, selon l'UNICEF. Ce sont plus de 600 000 enfants qui sont privés d'éducation dans ces parties du territoire camerounais où des affrontements opposent depuis 3 ans les séparatistes anglophones au gouvernement. Des ONG s'élèvent contre cette situation et prévoient des actions d'éclat pour attirer l'attention des deux camps sur la nécessité d'épargner l'école. Vous venez d'obtenir le baccalauréat et vous vous interrogez sûrement sur votre orientation professionnelle. Nous vous proposons de suivre cet extrait de l'émission Comment bien s'orienter après le bac pour la filière sociologie, et c'était avec Ariel Toé. Oui. Pourquoi entreprendre des études de sociologie? Moi, je pense que entreprendre des études de sociologie, c'est, puisque la sociologie, dans sa définition, c'est l'étude de la société, des êtres humains au sein de la société. Donc, tout être humain au sein de cette société-là a le devoir de comprendre le fonctionnement de cette société qui s'offre à lui. Donc, effectivement, l'être humain a besoin de ces mécanismes-là. Quelqu'un qui voudrait faire des études en sociologie, évidemment, c'est un besoin vital. Oui. Il est fondamental pour des personnes qui souhaitent ou même désireuses de faire des études, de pouvoir en faire parce que je dirais que c'est quelque chose qu'on étudie, c'est l'étude de l'être humain même en société. Alors, cette étude-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme, je dirais, débouché professionnel, comme métier, au fait? Ok, moi je pense qu'il y a tellement de débouchés. Exactement. Donc, quels sont les métiers concrets même que la sociologie peut apporter à ces personnes-là? J'ai un exemple très particulier, très simple. Vous voyez quelqu'un qui veut faire des sondages d'opinion. C'est le sociologue qui est coopté. Même dans le marketing, quelles sont les perceptions des gens vis-à-vis d'un produit? Mais c'est le sociologue qui est coopté. Vous voyez, même dans les entreprises publiques, dans tous les corps de métier, le sociologue a sa place. Le sociologue a sa place. Vous voyez, et ce qui fait que, certainement, puisqu'elle n'est pas vulgarisée, les gens pensent que la sociologie, c'est laissé pour compte. Non. Tous les éléments, tous les composants de la société, le sociologue a sa place. Les impacts environnementaux, le sociologue a sa place. Vous voyez, dans les concours professionnels, le sociologue a sa place. Donc, je crois que c'est une matière qui est très importante, une discipline une science qui est très importante, mais il faut la vulgariser davantage pour ne pas laisser ça pour compte. Je voudrais savoir
s'il existe, plutôt s'il y a des métiers bien spécifiques qui requièrent même les qualités de sociologue. Bon, sociologue déjà c'est un métier. En tant que sociologue, voilà, c'est un métier. Maintenant, quelle est la fonction, quel est le rôle du sociologue au sein de l'entreprise? Parce que je peux dire, sinon, pour dire je suis sociologue, c'est vrai, mais il y a une spécificité, sociologue de la santé, sociologue de la famille, sociologue du sport, sociologue, comment on appelle ça, des hôpitaux, ainsi de suite. Vous voyez? Donc je crois que sociologue c'est bien, mais sociologue qui a une spécialité et une spécificité au sein du corps de cette société. Nous sommes aujourd'hui le 2 août 2019, nous le savons bien. Les épreuves écrites de l'examen du BTS session 2019 en Côte d'Ivoire ont débuté lundi dernier et se sont achevées aujourd'hui. C'était donc l'occasion pour nous de recueillir les avis des candidats à la clôture de cette phase. Suivons ensemble les réactions au centre d'examen HETEC Abidjan. Voilà, je suis notamment enseignant. Voilà, et donc nous étions là pour la surveillance du BTS juillet 2019 et dans l'ensemble on peut dire comme ça que ça s'est très bien passé. Fatigué mais très bien passé. Non, moi à mon niveau pas vraiment. J'ai pas connu de difficultés avec les étudiants, non. Ça s'est passé, je vais dire, en bonne convivialité, voilà, dans le respect de l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ben, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Remercie Dieu pour ce que Dieu a permis à ce qu'on se retrouve en bonne santé. Et grâce à Dieu, on a pu faire ce qu'on pouvait faire, la surveillance. Les enfants aussi, à leur niveau aussi, ils ont dû faire ce qu'ils devaient faire. Et on rend gloire à Dieu. Ben, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas de problème, tout s'est bien déroulé. Je vous dis que la compétition s'est très bien passée. Les épreuves étaient abordables. Grâce à Dieu, on a pu faire ce qu'on a fait. Voilà. Et tous les cas, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, et j'espère bien. Franchement dit, pendant la semaine, les épreuves étaient bonnes, mais moi, ce qui m'a fatigué, c'est la gestion financière. Parce que vraiment, je n'ai pas pu faire quelque chose. Celui qui est venu surveiller, franchement, il était sévère. Mais par la grâce de Dieu, on a pu écrire quelque chose. On vient à peine de finir les compositions du BTS, vraiment. Les choses n'ont pas été faciles, mais par la grâce de Dieu, on a fait ce qu'on pouvait. On espère que les résultats seront favorables. Beaucoup fatigué, études des cas, un peu fatigué, mathématiques financières. Si on n'a pas ça, le reste, bon, j'ai géré. Bon, l'examen, en gros, c'est bien passé. C'est en tout cas un bon centre. Voilà. Tout s'est bien passé. Et études de cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, beaucoup. Ça n'a pas été facile. Mais on a fait ce qu'on pouvait, donc on espère que le 30e, ça sera bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bon, oui, les sujets étaient abordables, à part les maths et puis fiscalité. Au Maroc, le secteur de la finance islamique pourrait avoir des difficultés à maintenir son rythme de progression malgré une croissance record de 110% en 2018. Dans une note publiée ce mardi 30 juillet, l'agence de notation financière internationale Fitch relevait un risque de baisse de régime ce secteur financier du fait de l'arrivée tardive de ces services financiers dans un contexte où le taux de bancarisation s'élève à 70%. Mais aussi la trop forte présence des banques islamiques sur le marché des prêts hypothécaires. Selon la Banque centrale du Maroc, les encours de crédit à l'économie de la finance islamique au 31 décembre 2018 ont atteint 4,6 milliards de dirhams. On n'est pas près d'une sortie de crise de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Ce jeudi 1er août, le président américain Donald Trump a annoncé une surtaxe de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importation de produits chinois supplémentaires, et ce, dès le 1er septembre prochain. Donald Trump reproche à la Chine le non-respect de ses promesses, entre autres l'achat des produits agricoles américains. La taxe concernera les produits de grande consommation tels que les matériels électroniques, mais aussi les vêtements et les chaussures. Lake Turkana Wind Power
c'est le nom de la station éolienne inaugurée au Kenya le 19 juillet dernier. Cet ouvrage composé de 365 éoliennes d'une capacité de 850 kWh chacune, installées sur la rive est du lac Turkana dans le nord du pays, est à ce jour le plus grand investissement de l'État kenyan. Soutenu par la Banque africaine de développement avec un coût global de 680 millions de dollars, il devrait permettre d'accroître considérablement la fourniture d'électricité aux populations dans un pays où l'accès à l'électricité demeure un véritable défi, en dépit des efforts du gouvernement ayant permis d'élargir la couverture en électricité à 75% de la population contre 63,8% en 2017. Les autorités sud-soudanaises prévoient une hausse considérable des investissements directs étrangers pour les prochaines années. L'information a été livrée la semaine dernière par le secrétaire général de la South Sudan Investment Authority, Abraham Malier Mamer, dans une interview accordée au cabinet Bloomberg. Juba table sur l'attractivité actuelle de ces ressources énergétiques et agricoles auprès des investisseurs étrangers qui devraient bénéficier de mesures d'exonération spéciales en cas d'installation dans le pays. Le Soudan du Sud sort d'un conflit de plus de 5 ans qui a plongé ce dernier, né des États africains, dans une morosité économique sans précédent. Comment les États africains peuvent-ils atteindre les objectifs du développement durable d'ici à 2030 dans un contexte d'endettement croissant de leur économie? La question était au cœur de la 42e réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines qui se tenait ce mercredi 31 juillet à Kigali au Rwanda autour du thème « L'accroissement de la dette souveraine africaine. Conséquences pour la politique monétaire et la stabilité financière ». Lors de cette rencontre, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU est longuement revenue sur la gestion efficace que les États africains doivent faire de leur politique d'endettement, de sorte à la rendre soutenable. Pour Vera Songwe, il ne s'agit pas seulement du niveau de la dette, mais de la capacité à payer. 10 ans avant l'échéance des ODD, la croissance en Afrique reste en deçà des niveaux requis. Toujours selon la CEA, il faudrait jusqu'à 614 milliards de dollars supplémentaires aux États africains pour espérer atteindre les ODD. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi emploie-t-on spécifiquement le vocable « intelligence » La question a été posée aux populations dans les rues d'Abidjan et voici les réactions rapportées par notre équipe de reporters. Selon moi, l'intelligence économique, c'est de savoir gérer ses biens et puis investir dans les entreprises pour pouvoir mieux économiser ses sous, puis réaliser des choses avec demain. L'intelligence économique, j'ai l'impression que c'est ça une coalition avec l'économie. Voilà. C'est peut-être à créer des microfinances, s'approcher des microfinances et surtout prendre des conseils auprès des banques et l'ouverture des comptes et tout ça. Je pense bien que c'est dans ce motif-là. L'intelligence économique. À vrai dire, pour être franc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais je pense que ça doit être un truc de stratégie, de mise en place pour pouvoir, amener à bien une activité commerciale ou un produit, voilà, ou bien même d'un pays. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre cet élément proposé par la rédaction, c'est le doc. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la protection de l'information.
Elle se distingue de l'espionnage économique et ou industriel car elle se pratique ouvertement et utilise uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Ainsi, le syndicat français de l'intelligence économique, SINFI, le seul syndicat du secteur qui a succédé à la Fédération des professionnels de l'intelligence économique en 2010, impose la signature d'une charte d'éthique à ses adhérents. Elle peut être complétée par d'autres intelligences comme l'intelligence sociale qui organise la mutualisation de l'information dans un but de performance collective des différents acteurs économiques. Le terme intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise competitive intelligence, mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone interligère, faire le lien entre plusieurs éléments et anglophone renseignement. Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille, acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations, ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence, propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie. De plus, l'intelligence économique ne se limite plus aux entreprises, mais devient de plus en plus un enjeu d'État. C'est notamment tout le débat sur le patriotisme économique. À présent, notre dossier entrepreneuriat, nous parlerons aujourd'hui du business du charbon de bois. Cette activité a permis, dans un passé récent, à de nombreuses populations d'aspirer à se bâtir grâce à la prospérité du secteur. Mais comment les détaillants de cette matière première gèrent-ils la situation actuelle avec la vulgarisation du butane dans des ménages ivoiriens? C'est un reportage signé Christian Ago et Kramoko Adama. Entre autres activités les plus porteuses dans le microscope entrepreneurial ivoirien, la vente de charbon de bois qui pendant longtemps a été pour beaucoup de micro-entrepreneurs une source de revenus appréciable pour les micro-entrepreneurs en quête d'activité en Côte d'Ivoire. Avec la cherté des bouteilles de gaz à une certaine époque, les populations à revenus moyens préféraient se tourner vers cette matière première très prisée pour la cuisson en Afrique. Non seulement en raison de son type de commercialisation en détail, mais surtout parce qu'à défaut d'avoir la possibilité de se procurer une bonbonne dans l'immédiat, le charbon représentait la meilleure alternative pour nourrir les familles. Cette situation avait permis la revalorisation d'une filière peu rentable avec la multiplication des commerces de charbon dans la plupart des bourgs de la capitale économique ivoirienne et une présence plus forte des nationaux dans le système de commercialisation. Le sac, souvent on gagne 200, souvent c'est 300, souvent 100 francs même on gagne un sac. Donc c'est ça, c'est ce qu'on gagne. Bon, j'envoyais 118, il me reste 40 sacs. Il faut le dire, la filière charbon, quoiqu'ayant été un vivier important de création d'emplois dans le secteur informel, a très vite été noyée par la politique d'accessibilité au gaz butane mise en place par les pouvoirs publics, qui a permis de faire chuter les coûts du butane pour les ménages ivoiriens. Du coup, cette activité qui suscitait un certain enthousiasme pour les populations en manque d'emploi prenait du plomb dans l'aile avec un niveau de demande en baisse. Je vends le sac à 2300. Je prends 100 pour placer. Je place les gros là à 100 francs. Les petits, comme ici là, je mesure la boîte à 50. C'est comme ça que je vends. Il y a des fois, je verse un sac, je vois au moins 500 comme ça. Donc c'est comme ça que je fais pour manger, pour payer mes habits. Outre cette démocratisation du butane, la filière charbon a également pâti du coût trop élevé du format de boîte utilisé par les détaillants pour le commerce. Pour un achat de 100 francs, la quantité servie était jugée insuffisante pour satisfaire les besoins de cuisson des foyers.
Rien que pour une sauce ordinaire, les ménagères se voyaient contraintes de s'en procurer pour un montant minimal de 300 francs CFA. Une réalité difficile à supporter sur le moyen terme pour des portefeuilles amaigris. Cependant, le charbon reste un produit assez présent dans les quartiers des grandes agglomérations de Côte d'Ivoire, puisqu'il permet de dépanner les foyers dans l'urgence en cas d'épuisement des bouteilles de gaz ou de pénurie. Ce qui fait tout de même l'affaire de certains commerçants qui se maintiennent tant bien que mal dans l'activité. Un peu que je gagne, je me débrouille avec. Je fais ce que je peux faire avec, je nourris mes enfants, c'est tout. Jusqu'à présent, il n'existe pas de véritable cadre réglementaire pour rationaliser la politique d'exploitation et de commercialisation du charbon. Cette absence de suivi institutionnel plonge la filière dans une précarité informelle qui aurait pu être palliée par une organisation mieux structurée, de sorte à permettre à ces acteurs d'en tirer un meilleur profit. Installez-vous tous confortablement et maintenant, direction l'instant Tombola, Selped Money. Alors, chers téléspectateurs, avant de procéder au tirage, regardons ensemble cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Vous ne vous trompez pas, vous êtes bel et bien à l'instant Tombola Selped Money. Qui aura aujourd'hui la joie dans son cœur? Tout de suite, le tirage. D'où nous viendra le gagnant du prix Selped Tombola? Alors, le gagnant du jour vient de la localité de Diokwe. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers gagnants du jour, veuillez vous rendre dans l'agence Selped la plus proche pour bénéficier de votre lot. Et malheureusement, c'est tout pour la tombola Selped Money. Nous ne saurons nous dire au revoir sans suivre ensemble les cours du franc CFA à l'international. Tout de suite.
Eh bien, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de suivre 2UF TV. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans de prochaines éditions pour suivre le journal sur 2UF TV. Au revoir.